bonjour et bienvenue pour notre magazine bimensuel avec iShares 100% ETF, 2 fois par mois l'émission pour bien comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, pour ce numéro, au programme, l'explication de notre terme clé et on va se rafraîchir un petit peu en ces périodes de température estivale en expliquant ce qu'est l'effet boule de neige. Et puis notre entretien, on fera un petit peu d'histoire, des ETF pour expliquer comment les fonds indiciels ont démarré sur un marché de niche avant de s'imposer progressivement au sein des portefeuilles des investisseurs, y compris des investisseurs particuliers. 100% ETF, vous avez le programme, et bien c'est parti. Bah oui, je le disais dans mon lancement, on a choisi une expression un peu poétique qui fleure bon l'hiver pour parler d'une réalité décrite de façon beaucoup plus pragmatique cette fois-ci en finance par ce qu'on appelle, et là ça fait moins rêver, les intérêts composés. C'est moins bucolique dit comme ça, mais quand même, Ivana, tout aussi utile et intéressant pour l'investisseur particulier. Alors effectivement, bonjour à tous, bonjour Laurent. Alors l'effet boule de neige, c'est un terme qui est régulièrement utilisé en finance et qui repose sur ce concept un petit peu plus technique que vous évoquiez il y a un instant, les intérêts composés. Alors les intérêts composés sont un système selon lequel les intérêts reçus sur chaque période sont réinvestis directement au capital. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous investissez 100 € à un taux de 5%, à la fin de la première année, vous allez gagner 5 €. Si vous les réinvestissez immédiatement, ces intérêts vont venir s'ajouter à votre argent initialement investi. Ainsi, les intérêts suivants seront calculés sur une nouvelle somme, c'est 105 €, et ainsi de suite. C'est le terme des intérêts composés. Ça, c'est vraiment intéressant. On voit que mon capital grossit et mes intérêts s'appliquent à un capital sans cesse plus gros. Ça veut dire, Ivana, si j'ai bien compris, que c'est plus intéressant quand on commence le plus tôt possible, mais est-ce que c'est aussi intéressant avec des petites sommes? Parce qu'on pourrait se dire, oui, ok, ça c'est bien quand on est très riche, mais quand on est un épargnant normal, si je puis dire. Effectivement, vous le dites très justement, plus vous commencez tôt, plus vous restez longtemps investi, plus les intérêts ont le temps de s'accumuler. C'est cet effet boule de neige, le temps va jouer en votre faveur et vous pouvez commencer dès maintenant, même avec des petites sommes. Bon ben voilà, c'est un autre proverbe qu'on aime bien, les petits ruisseaux font les grandes rivières et ça marche aussi en termes d'investissement tout de suite dans 100% ETF. C'est notre thématique du jour. Et oui, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu d'histoire des ETF dans ce numéro en commençant par le début tant qu'à faire. Dites-nous, prof Ivana, quand s'écrit la première ligne de la grande histoire des ETF? Alors, l'ETF est un instrument financier qui est assez récent puisque finalement le premier ETF est né aux États-Unis en 1993. Il avait été construit à l'époque pour répliquer l'indice de référence américain, le S&P 500, qui, comme vous le savez sûrement, suit les 500 plus grosses sociétés américaines en termes de capitalisation boursière. En France, lui, le premier ETF est apparu un petit peu plus tard, en 2001, et a été coté sur Euronext Paris. Bon, on voit que c'est une histoire plutôt récente. Qu'est-ce qui a convaincu ou incité les sociétés de gestion à se dire, ah bon, il nous faut un produit tel que les ETF finalement? Alors en fait, l'histoire, elle est quand même effectivement beaucoup plus ancienne que 1993, puisque les premiers fonds collectifs ont été lancés au milieu des années 1920 au Massachusetts, aux États-Unis. Pour la première fois à l'époque, les épargnants avaient la possibilité de regrouper toutes leurs actions de société dans un seul et même véhicule d'investissement. C'est pas nouvelle, oui. Mais à l'époque, on ne parlait pas encore de gestion passive. Et la gestion passive, vous savez, c'est les fondements de la construction d'un ETF. C'est le fait de répliquer un indice de référence. Et cette gestion passive, elle est arrivée beaucoup plus tard, dans les années 1970. À l'époque, l'idée derrière ce nouveau concept était de rendre l'investissement beaucoup plus abordable en évitant les frais de recherche que l'on retrouve énormément en gestion active. Ainsi, l'investisseur pouvait simplement réaliser des gains en suivant un indice de référence. Mais finalement, ces fonds n'étaient toujours pas accessibles sur les marchés boursiers, on pouvait encore mieux faire. Et donc la solution, elle est arrivée en 1993, je l'évoquais il y a un instant, avec le lancement du premier ETF. À cette époque, les traders cherchaient un moyen d'acheter en temps réel toutes les actions d'un même indice en une seule et unique transaction. Et
et surtout sur les marchés boursiers. Et c'est finalement grâce à l'innovation technologique d'une société de gestion américaine qu'on a pu répondre à leurs besoins et qu'on a lancé ce fameux ETF qui est tout de suite devenu un énorme succès. Incomparable malgré tout avec ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'on peut justement mettre du concret là-dessus, avoir quelques chiffres sur le développement du marché des ETF? Oui, tout à fait. Donc je vous disais un lancement d'ETF au milieu des années 90 et depuis un produit financier qui a complètement changé le paysage des investissements. On a connu une croissance exceptionnelle des ETF, très rapide, en moins de 3 décennies, à la fois en termes d'encours mais également en termes de nombre d'ETF accessibles. Donc finalement, entre 1993 et 2021, on est passé de 1 à plus de 8600 ETF, avec une croissance qui s'est clairement accélérée après 2010 et la crise des subprimes. Si on regarde maintenant en termes d'encours sous gestion, les ETF ont presque triplé sur les 5 dernières années et atteignent désormais plus de 10 trilliards de dollars. Et la dernière chose que je dirais, c'est également, on remarque également un intérêt grandissant de la part des épargnants pour ces produits financiers. Si on regarde les Français sur les 2 dernières années, le nombre de Français ayant investi sur les ETF a augmenté de plus de 60%. Et d'ailleurs, ça devrait continuer, puisque maintenant, grâce à Boursomarket, sur le site Boursorama, vous avez accès à une gamme d'ETF extrêmement complète et surtout sans frais de courtage. Et oui, ça a mis du temps en France, mais ça y est, on voit que les ETF ont fait leur trou. Il y a la quantité, mais il y a aussi la diversité, puisqu'on a vraiment le sentiment aujourd'hui que, quel que soit le secteur économique, aussi pointu, aussi précis soit-il, on veut s'exposer, d'ailleurs parfois pas forcément accessible en premier lieu à l'investisseur individuel, eh bien on va trouver un ETF qui fait le job, si je puis dire. Oui, donc effectivement, on a vu que les ETF ne traquent plus seulement des indices généraux comme le S&P ou le CAC 40, mais qu'on voit aujourd'hui un très grand nombre d'ETF qui vont répondre aux besoins et aux convictions des investisseurs. Alors les ETF aujourd'hui vont ils vont vous permettre d'investir à peu près partout dans le monde, que ce soit dans des zones géographiques comme les actions asiatiques, les pays sud-américains, mais vous pouvez également investir sur des pays, sur les actions chinoises, sur de la dette brésilienne, même des actions australiennes. On voit également des ETF apparaître qui vont à la fois combiner des allocations pays, mais également des allocations taille de capitalisation boursière. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un ETF sur les petites capitalisations boursières américaines. On va également voir des ETF émerger sectoriels ou également thématiques pour répliquer une performance d'un secteur économique ou d'une méga tendance. Donc on voit des ETF qui investissent sur la thématique de l'eau, de l'immobilier, de l'intelligence artificielle ou bien encore le vieillissement de la population. Pas récemment d'ailleurs, on revoit d'ailleurs un regain d'intérêt également pour les ETF sur les matières premières. Et je dirais aussi, ces dernières années, on a également connu un fort essor des ETF ESG. Alors vous savez, ESG, c'est ces fameux critères... Les critères environnementaux, sociétaux, de gouvernance. Exactement, qui sont des critères qui sont de plus en plus regardés par les investisseurs. Et ainsi, 64% des ETF créés en 2020 sont des ETF qui prennent en compte ces fameux critères durables. Et on a également vu les actifs des ETF européens sur ce segment tripler en seulement 1 an. Sans compter que là, on parle des ETF actions, mais il y a aussi à côté de ça les ETF obligataires. Et ça, c'est super pratique pour un investisseur individuel qui voudrait, pourquoi pas, on en a déjà parlé sur 100% ETF, ou même lors d'un webinaire, se faire un portefeuille 100% ETF. Exactement. Alors, iShares n'a malheureusement pas été la société de gestion qui a créé le premier ETF Action en 1993, mais on est fiers d'avoir été le premier fournisseur d'ETF sur la partie obligataire. Voilà. Il y a déjà maintenant plus de 20 ans. Et finalement, cette gamme, depuis, n'a cessé de croître, puisqu'on retrouve aujourd'hui des ETF sur des obligations avec différentes maturités, sur des obligations d'entreprise, que ce soit également de la dette high yield, et également sur les pays émergents. Et même, on va encore plus loin, puisqu'aujourd'hui, vous retrouvez des ETF sur, par exemple, des pays comme de la dette chinoise. Aujourd'hui, les ETF obligataires, ça va représenter maintenant plus de 18% quand même de la taille des ETF mondiaux. Bon, on vient de refaire, Ivana, l'histoire des ETF en quelques minutes. Moi, j'en ai limite le tournis. J'ai quand même une petite question. Est-ce que après ce développement à marche forcée, il y a encore de la place, il y a encore de la croissance à venir sur ce marché des ETF? Oui, alors effectivement, vous le disiez, les ETF sont un marché qui a explosé ces dernières années, mais on peut rappeler quand même que ces outils ne représentent que 7% des échanges mondiaux sur les marchés actions. Il y a donc des perspectives de croissance encore très intéressantes. Et j'ai le deuxième point qui est important, c'est l'innovation. On cherche
cherche toujours à offrir une gamme qui est plus adaptée, répondant aux besoins des clients et des investisseurs. Je vous parlais des ETF ESG, mais aujourd'hui, on va plus loin puisqu'on a créé des ETF qui investissent sur des nouveaux thèmes comme le changement climatique ou la transformation démographique ou bien encore l'égalité des chances. Donc en résumé, les ETF sont effectivement un phénomène qui est vraiment devenu mondial, mais on pense que c'est clairement une tendance qui devrait se poursuivre. Et ben voilà, on est désormais incollable sur l'histoire des ETF. Merci pour ce cours magistral, Ivana. Merci à vous, Laurent. Bonne journée. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.